positionner donc cette réunion dans le cadre des visios du jeudi que la CAPLIM organise chaque mois, en fait, qui concerne des procès de premier recours sur Mayotte et qui vise à présenter soit une aspect de l'offre de soins sur Mayotte, soit des initiatives que peuvent prendre des professionnels de santé de premier recours, par exemple une maison de santé pluriprofessionnelle ou une CPTS. Et donc aujourd'hui, on a choisi avec Thésis d'en profiter pour faire un petit point sur l'état d'avancement et la question des messageries de sécurité de santé à Mayotte, qui est un point qui est vraiment essentiel. Un des aspects qui nous intéresse beaucoup, c'est la coordination des parcours de soins, le partage d'informations, qui est vraiment indispensable. Et du coup, là, on est sur quelque chose d'essentiel par rapport à ça. Et, euh, et du coup, voilà, cette séance va être consacrée à ce sujet-là. Et effectivement, donc cette réunion, elle est ouverte au public, mais elle est enregistrée. Et donc, via la CAPLIM et puis via Thésis aussi, j'imagine. Donc, on diffusera le lien où cet enregistrement pourra être revisionné pour que l'information puisse être partagée avec le maximum de professionnels. Voilà, du coup, je laisse la parole à Thésis pour présenter l'état d'avancement de la messagerie sécurisée de santé à Mayotte. Merci Gilles. Merci à vous de vous être connectés euh, pour, euh, pour ce webinaire. Du coup, on a le plaisir de vous recevoir Oumi, Mohamed et moi-même, du coup Rachel Virginius. Donc Oumi, malheureusement, ne pourra pas se présenter, donc je vais la présenter à sa place. Oumi travaille au sein du G16 Thésis en tant que chargée de déploiement et également en tant que chargée de communication. Elle est en front de ligne pour accompagner les professionnels de santé sur le territoire mahorais, pour accompagner le déploiement des services numériques tels que la MSS Santé par exemple, mais également d'autres services socles et référentiels du Ségur. Et moi, de mon côté, du coup, Rachel Virginius, je suis la coordinatrice régionale Mon Espace Santé. Donc, je suis plus du côté des usagers et j'interviens notamment dans la sensibilisation et la formation des ambassadeurs Mon Espace Santé. Donc, tout simplement pour promouvoir l'utilisation du carnet de santé numérique à Mayotte. Voilà, donc merci à vous encore et nous allons pouvoir débuter. Donc, l'AMSS Santé à Mayotte, pourquoi et comment l'adopter dans vos pratiques? Alors, on va vous présenter rapidement le petit programme qu'on a concocté pour vous. Donc, on va rapidement se recontextualiser pardon, notre organisme, donc Thésis. Nous allons faire une rapide introduction sur le Ségur du numérique. Puis ensuite, nous allons vous présenter la messagerie sécurisée de santé professionnelle et citoyenne. Puis ensuite, nous allons vous contextualiser un petit peu la MSS Santé à Mayotte, qu'est-ce que c'est, comment on l'utilise. Et puis, nous allons vous présenter quelques cas d'usage pour que vous ayez des exemples concrets à mettre en pratique dans votre profession. Puis, nous terminerons rapidement sur un petit tutoriel sur comment choisir votre MSS sécurisée et surtout comment créer une messagerie sécurisée de santé. Donc Oumi vous présentera tout ça, si tout se passe bien au niveau de la technique. Voilà. Alors, rapidement, je vais vous présenter qu'est-ce que Thésis. Hein. Donc, Thésis, c'est le groupement de coopération sanitaire. Donc, nous sommes une équipe de 4 personnes à Mayotte, donc composée donc, de Irène Pratt, qui est ici présente, donc, qui est la responsable du GRAD de Mayotte, donc le groupement régional d'appui au développement de la e-santé. Voilà, il y a aussi Faiza Oumadi, qui est chef de projet e-santé, Oumi Mohamed, donc, qui est co-animatrice aujourd'hui avec moi sur ce webinaire, chargée de déploiement et de communication, et moi-même, Rachel Virginius. Voilà. Donc nous sommes une équipe de 4 personnes. Ce GCS Thésis, il est détenu et gouverné par les acteurs de la santé de la Réunion et de Mayotte. Donc nous travaillons en étroite collaboration avec l'ARS Mayotte. Nous sommes d'ailleurs financés par l'ARS Mayotte et nous existons déjà depuis 2 ans sur le territoire.
Donc, nous accompagnons les professionnels de santé sur le territoire dans la transformation numérique de leur métier. Et nous développons du coup les services de e-santé sur le territoire mahorais pour faciliter, sécuriser la communication des informations médicales et nous aidons du coup les soignants ainsi que les usagers à s'adapter sereinement à ces nouvelles pratiques qui sont issues du numérique. Voilà. Donc, d'une manière globale, nous déployons du coup cette feuille de route nationale de la e-santé en lien avec les référentiels socles que j'ai énumérés précédemment lors de la précédente slide. Donc voilà, surtout, il y a quelque chose que j'ai oublié de préciser. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à nous interrompre, à lever la main, à interagir avec nous, parce que voilà, on souhaite que ça soit un petit peu interactif. Donc si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Voilà, est-ce que jusque-là, tout est clair? Moi, c'est bon. Ok. Je ne sais pas si Oumi a pu se reconnecter, mais du coup, Oui, je suis là. Tu d'accord, m'entends? super. Oui, donc, du coup, oui, parfait. Je te laisse présenter du coup le Ségur du numérique en santé. D'accord. Bon, tout d'abord, je tenais à m'excuser. J'ai eu un petit souci technique. J'ai dû me redémarrer et me reconnecter. Donc, je vais passer maintenant du coup sur le Ségur du numérique. Et avant de traiter le sujet, je vais faire une petite introduction sur les données sensibles. Donc, parmi les données sensibles, on peut du coup en recenser quelques-unes. Donc, on a les données biométriques, l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses et les orientations sexuelles. Mais on a surtout les données de santé qui en font partie. Et en fait, en tant que professionnel de santé, il existe un cadre légal à respecter. Et du coup, ça concerne l'échange de données personnelles de santé ainsi que leur hébergement. Et donc ça, c'est renseigné dans le Code de santé publique. Et en fait, il est très important du coup de veiller à ce que les données de santé des patients ne puissent pas fuiter, ne puissent pas être à la portée de n'importe qui. Parce que ça peut arriver en effet en ayant recours à des messageries classiques que des pirates puissent facilement pirater des boîtes mail et avoir accès à ces types de données. On n'est pas non plus à l'abri des cyberattaques qui peuvent arriver notamment dans des hôpitaux. C'est aussi connu. Et en fait, grâce aux moyens, les solutions e-santé qui sont déployées, mises en œuvre par les éditeurs, ils travaillent en fait justement pour éviter cela en essayant de renforcer au maximum en fait la sécurité des logiciels. On va passer maintenant du coup sur le Ségur du numérique. Le Ségur du numérique, donc c'est un programme national qui a été lancé en 2021. Et ici, je vous ai en fait schématisé vraiment les quatre services socles du Ségur et du coup comment ils s'articulent. Donc au milieu, au centre, on a donc un patient qui a un dossier médical qui est hébergé dans mon espace santé. Il a également un identifiant national de santé, donc l'INF, qui lui permet d'être identifié lorsqu'il se rend dans un centre médical ou chez le médecin ou la pharmacie. La problématique qu'on avait avant de lancer le programme du Ségur du numérique, oui, j'ai une, Oui, non, apparemment j'ai une question. Oui, oui. dites-moi. Non, je revenais juste, désolé, je revenais sur la partie responsabilité juridique que vous avez mis en avant. Oui. Euh, est-ce que, parce qu'en fait, je trouve que c'est un point important, c'est la responsabilité juridique du professionnel de santé qui utiliserait des outils qui ne sont pas adaptés par rapport aux données de santé. Est-ce que vous savez s'il y a une jurisprudence ou s'il y a c'est quoi en fait les conséquences auxquelles pourrait s'exposer un professionnel de santé qui ne respecterait pas le cadre réglementaire en question? Là, pour moi, on n'a pas vraiment la réponse à cette question-là sur les conséquences qu'encourt un professionnel. Bon. Je ne sais pas si Irène, tu as des infos là-dessus. Dans tous les cas, c'est comme dans toutes les professions à ordre. Donc, il y a des règlements à respecter et qui est en vigueur. À partir du moment où on ne respecte pas ces règlements de conformité, il y a toujours une certaine pénalité qui
qui va qui va se mettre en place. Par contre, les étapes pour en arriver à cela, à cette pénalité-là, là, je ne pourrais pas vous dire en détail, mais c'est plutôt vraiment à l'ordre euh, qui, euh, qui connaît beaucoup plus en détail ces éléments-là. Ok, merci. Oui, alors par rapport au Ségur, en fait, si on revient sur ce schéma, notre patient, donc au cours de son parcours de soins, il peut rencontrer un médecin, puis un spécialiste, puis un pharmacien. Il peut être suivi par un infirmier, être hospitalisé. Et en fait, la difficulté qui a été relevée, c'est qu'en fait, tous les professionnels de santé qu'ils rencontrent ne s'échangent pas forcément les données entre eux, ont de la difficulté à se partager des informations médicales concernant le patient. Et donc, ça a un vrai impact du coup sur la prise en charge parce que, en fait, un manque du coup d'informations, on a vraiment du mal du coup à mieux prendre en charge le patient. Et ce qui a été mis en place, donc, ce sont les 4 services socles du Ségur qui, du coup, permettent de fluidifier l'information et de favoriser la coopération entre professionnels de santé. On a donc le premier service socle, donc le DMP, qui figure dans mon espace santé. Donc, ça, c'est le dossier médical partagé, qui est du coup accessible pour le moment à plusieurs catégories professionnelles, hein, donc le médecin, le pharmacien, les infirmiers, les sages-femmes. Je vais pas tous les citer, mais vraiment à pas mal de professionnels de santé. Donc, ça permet de voir l'historique, les documents médicaux qui sont déposés par les professionnels de santé. On a également l'INS. L'INS, c'est donc l'identité nationale de santé. C'est comment dire, c'est un moyen en fait du coup, de fiabiliser l'identité du patient. Lorsqu'il se présente devant un cabinet médical, le patient doit fournir une pièce d'identité ainsi qu'une carte vitale pour du coup valider et qualifier en fait son INS. Et une fois avoir fait cette étape-là, il pourra du coup aller dans n'importe quel centre et on pourra du coup facilement savoir qui il est. On a également MS Santé. Donc, MS Santé, c'est le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. C'est du coup la messagerie sécurisée de santé. Et donc, ça permet donc de se partager les informations. Donc, soit entre soignants, mais aussi échanger des informations avec, avec le patient. Et pour rappel, on le verra plus en détail, mais l'échange avec le patient, il y a quelques règles aussi qui sont mises en œuvre. Et notamment, c'est seulement le médecin, enfin le soignant qui peut échanger avec le patient et, seul le médecin peut y mettre fin. Voilà. Le patient ne peut pas prendre l'initiative en fait, de contacter le médecin via mon espace santé. Enfin, on a ProSanté Connect et en fait, ça, c'est un système d'authentification fort qui est fait lorsque le professionnel de santé se connecte à son logiciel médical et cela se fait grâce à l'utilisation de sa carte CPS ou ICPS. Et donc, en faisant cette authentification, il a accès directement à son logiciel. Et il y a également plusieurs services numériques qui, du coup, ont recours à ProSanté Connect parce que cela évite, en fait, de multiplier les mots de passe ou de répéter tout le temps le même mot de passe parce qu'on a quand même ça, du coup, les deux, en fait, c'est pas forcément bon, parce que dans tous les cas, on peut facilement se faire pirater. Donc, le ProSanté Connect, donc le moyen de s'identifier avec la CPS, permet de limiter cela. Donc, on va ensuite passer du coup sur le sujet qui nous intéresse. Donc, pardon, je suis désolée. Oui, rapidement, le Ségur du numérique, ça va intéresser plusieurs publics. Donc, on a les établissements sanitaires et médico-sociaux qui sont concernés. En ville, on a donc la radiologie, la biologie, la pharmacie ainsi que la médecine de ville. Et du coup, en 2024, il y aura d'autres couloirs qui vont s'ouvrir. Donc, on a les dentistes qui seront concernés, les sages-femmes et aussi les paramédicaux. Et enfin, les patients sont concernés parce que ils ont un carnet de santé numérique et ils ont totalement du coup la main dessus parce que ils peuvent notamment choisir quel médecin peut avoir accès à son DMP et voilà. Et voir aussi et choisir aussi quel type de documents sont accessibles. Donc, il est très impliqué aussi dans le Ségur du numérique. Maintenant, on va passer du coup Y a-t-il des questions
Oui, jusqu'ici, est-ce que vous avez des questions sur le Ségur? Alors maintenant, on va voir un peu plus en détail ce qu'est la messagerie sécurisée de santé. Donc, on a deux types du coup d'usage, hein. C'est soit un usage professionnel, donc une communication entre professionnels, et un usage de communication avec un patient. Donc là, on parle de messagerie citoyenne. Donc là, je vous ai représenté du coup un schéma vraiment qui représente en fait l'espace de confiance qu'on essaie de créer avec le Ségur. Donc, à gauche, donc, on a ici un médecin qui a une adresse de messagerie sécurisée. On les reconnaît du coup par le suffixe mssanté.fr. Donc, ce médecin-là, il peut du coup échanger avec un confrère, donc un autre médecin, qui lui aussi a une adresse de messagerie sécurisée. Et donc là, on parle de MSF Pro, donc MS Santé Pro. Le médecin également peut donc initier une conversation avec une patiente qu'on représente ici et qui, elle, pourra voir les messages via mon espace santé car elle dispose aussi d'une adresse de messagerie sécurisée qui, du coup, se termine par @patient.mssanté.fr. Donc, pour rappel, seul le médecin peut initier une conversation avec cette patiente et lui seul peut y mettre fin. La patiente ne peut pas initier de conversation avec le médecin. Donc, l'adresse de messagerie sécurisée, donc mssanté.fr, peut du coup échanger uniquement avec des adresses mssanté.fr. Donc, lorsque une personne tente d'envoyer un mail avec une adresse Gmail, Hotmail, et ça ne va pas, le mail ne va pas parvenir au médecin qui, lui, a une adresse sécurisée. Seules deux messageries sécurisées peuvent communiquer entre elles. Et en fait, donc, en ayant recours à ce type de messagerie, non seulement vous avez accès du coup à un annuaire qui recense en fait toutes les adresses de messagerie sécurisée, que vous soyez en métropole, en France, en métropole ou à La Réunion ou même à Mayotte. Donc en fait, toutes les adresses de messagerie sont répertoriées dans un annuaire MS Santé. Donc, en ayant recours aussi à cette messagerie, vous répondez du coup à l'obligation juridique que j'ai citée donc plus haut, donc durant l'introduction, donc qui du coup traite de l'échange des données ainsi que de l'hébergement, et on limite du coup les risques de transmission d'informations, on limite les risques de refus de transmission d'informations par un établissement. Et ça peut arriver également qu'un médecin qui est ici souhaite une expertise venant d'un autre médecin et qui du coup refuse de transmettre cela parce que il lui faut à tout prix une messagerie sécurisée pour envoyer cette expertise-là. Donc, on limite également les risques de fuite de données. Donc, voilà, on a quand même des risques de piratage qui sont non négligeables. Donc, avoir une adresse sécurisée permet du coup de limiter cela. Moi, Est-ce que vous avez des ouais, questions? j'avais une question sur ce. En fait, effectivement, donc, je comprends qu'effectivement, le patient ne peut pas initier une discussion Mhm, avec le médecin, c'est le médecin qui initie la discussion. Mais mhm. par contre, pour le patient, c'est quoi? C'est facile d'usage parce que du coup, il peut pas utiliser ses messageries habituels, quoi. Où est-ce qu'il, où est-ce que le patient il va chercher le message qu'il reçoit de son médecin et comment est-ce qu'il fait pour Ah, en en fait, lorsque Rachel pourra compléter, mais en fait, lorsque le patient reçoit un message, en fait, tout ce qui se passe dans mon espace santé, le patient, il est notifié. Il reçoit un mail dans sa boîte perso disant qu'il y a eu une activité sur son espace santé. Et lorsqu'il rentre dans mon espace santé, le patient a une boîte de réception qui est totalement visible, hein. Lorsqu'on rentre dessus, il y a un onglet messagerie. Et donc, dedans, il peut voir du coup le message qu'il a reçu. D'accord. Donc il a une alerte sur sa boîte habituelle, quoi. Ouais. Ouais, il a une alerte dans sa boîte habituelle et après, donc, il rentre dedans et il verra du coup dans sa messagerie le message Ok. du médecin. Ok. Merci. Exactement. Rien à ajouter. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur la messagerie sécurisée de santé pour le moment? D'accord. On passe à la Alors, suite. on va passer à la suite. Du coup.
Oui, alors donc cette slide-là, c'est pour voilà, donner vraiment un aperçu de qui dispose d'une messagerie sécurisée sur Mayotte. Donc en ville, on a des médecins ainsi que pas mal de pharmaciens qui disposent déjà d'une messagerie sécurisée. Et en fait, pour les retrouver, on recommande du coup d'aller sur l'annuaire santé, mssanté.fr pour aller les retrouver. Que je peux vous en citer quelques-uns comme ça. Voilà, le docteur Chèvre, le docteur Ducastel, par exemple, ils ont des messageries sécurisées. Euh, Au CHM également, on a des messageries sécurisées. Pour le moment, il s'agit des médecins, enfin, c'est les médecins du CHM qui en ont une, c'est des messageries nominatives, on verra du coup les types de messageries tout à l'heure, ainsi que les secrétariats des services au CHM qui du coup disposent d'une messagerie organisationnelle, et ça facilite en fait l'envoi de compte rendu hospitalisation par exemple. On a également les cliniques et les établissements privés qui disposent d'une messagerie. Donc, ça concerne notamment la HAD privée qui est ici à Mayotte, MZD, qui a une messagerie sécurisée. Est-ce que la personne peut couper son C'est micro bon, c'est parce fait. que je m'entends double. Merci. Donc, je disais, les cliniques et les établissements privés disposent d'une messagerie sécurisée. Donc, c'est le cas pour MZD, qui est l'HAD privé à Mayotte. On a également des réseaux de santé on a un réseau de santé qui dispose d'une messagerie sécurisée, c'est du coup le REDECA, ou CRCDC, qui a une messagerie sécurisée. On a également les établissements médico-sociaux. Alors pour l'instant, c'est pas tout à fait effectif, mais en fait, on travaille avec eux pour les aider à ce qu'ils puissent se doter d'une messagerie sécurisée très rapidement. Donc c'est une des actions qu'on met en avant sur le terrain. Et enfin, les patients qui disposent d'une messagerie sécurisée. Donc ça, je vous l'ai montré tout à l'heure, hein, c'est patient.mssanté.fr. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Alors, les médecins du travail, j'ai une question ici. Donc, les médecins du travail et les infirmiers de santé au travail. Ah, c'est une question pour ça. Est-ce que eux, ils disposent d'une messagerie, c'est ça? Est-ce que, est-ce que Monsieur Turland peut nous en dire plus sur sa question? Oui, bonjour Frédéric Turlin. Alors moi je suis pharmacien grossiste. Oui. Donc pour mon activité de grossiste répartition, la messagerie de santé sécurisée, Mhm. pas tout de suite. Pour des applications de signature de certains actes peut-être. Mais par contre, je suis aussi en lien avec la médecine du travail, parce que je suis dans l'administration. Non. Les médecins ont parfois à échanger, le médecin du travail ou les infirmiers de santé au travail ont parfois à échanger avec des professionnels de santé. Mhm. Le médecin du travail est inscrit à l'ordre des médecins. Est-ce qu'il est prévu qu'il ait accès à la messagerie de santé sécurisée? Normalement, tous les professionnels inscrits à l'ordre des médecins sont euh, éligibles en fait à une messagerie sécurisée. Enfin, s'il est inscrit à l'ordre, normalement, il peut du coup prétendre à une messagerie sécurisée. Traditionnellement, c'est des échanges de courrier, mais il arrive aussi que ce soit par mail. Donc, le service de santé au travail à Mayotte, le 14 février 2019, on a eu à subir une cyberattaque, mais qui n'est pas rentrée par la messagerie, qui est rentrée par un site de téléchargement suite Ah, ça, à une mauvaise protection du système informatique, et on a perdu quand même des données. On a perdu des données, on ne sait pas si on a des données de santé qui ont été piratées. A priori, non. mhm, On a juste eu un cryptage de nos données. mhm. Il leur arrive d'échanger. Alors j'ai une deuxième question mais qui sera pour tout à l'heure, c'est sur le dossier médical partagé et son accès par le médecin du travail. Mais c'est pour tout à l'heure. D'accord. Ok. Ok, voilà pour vous répondre. Donc, tant que, normalement, les infirmiers, si le médecin du travail ou l'infirmier en médecine du travail est bien inscrit à l'ordre, normalement, ils peuvent du coup faire une demande et obtenir une messagerie sécurisée. Il n'y a pas vraiment de verrou là-dessus. Maintenant, on va voir du coup quelques exemples d'usage de messagerie. Donc là, je vais commencer par l'usage entre professionnels de santé. Donc là, j'ai mis quelques exemples, hein,
d'usage par catégorie professionnelle. Mais enfin voilà, là, c'est non exhaustif. J'ai mis juste quelques petits exemples, mais voilà, il y en a plein d'autres. Donc moi, en tant que médecin, par exemple, je peux échanger sur une prescription avec un pharmacien qui du coup m'a sollicité sur une prescription et on peut du coup échanger dessus avec une messagerie sécurisée. Le médecin donc, peut faire une demande de téléexpertise en métropole ou à La Réunion grâce à cette messagerie. Il peut également recevoir des comptes rendus de sortie d'hôpital. On peut prendre l'exemple par exemple du CHM qui peut envoyer donc un compte rendu de sortie d'un patient directement au médecin traitant. Euh, Ensuite, par rapport aux infirmiers, l'infirmier peut recevoir du coup une ordonnance de soins infirmiers que le médecin traitant lui envoie par messagerie sécurisée. On peut également, il y a un autre usage aussi, c'est l'envoi du bilan de soins infirmiers au médecin traitant. Et donc cela se fait obligatoirement par messagerie sécurisée. Donc on a eu l'information du coup par l'URPS infirmier. Il y a aussi l'envoi par exemple de photos de plaies pour une expertise médicale. Donc voilà, au lieu de recourir aux moyens classiques, WhatsApp, utiliser du coup la messagerie sécurisée permet d'être sûr que on ne fait pas fuiter des données médicales. Ensuite, pour les kinés, il y a aussi, tout comme l'infirmier, la réception de l'ordonnance de kinésithérapie et aussi l'envoi du bilan de diagnostic de kiné au médecin traitant. Pour les sages-femmes, on a aussi une demande d'expertise à un gynécologue qui peut se faire par message sécurisé. Elle peut recevoir un compte rendu de sortie d'hospitalisation si sa patiente a été hospitalisée pour une grossesse à risque. On peut également avoir la réception d'une analyse sanguine. Et là, ça, c'est si jamais elle fait une ordonnance pour un bilan sanguin au laboratoire, le laboratoire pourra lui envoyer le compte-rendu via message sécurisé. Donc voilà, ça, c'est quelques exemples, mais il y en a plein d'autres. Et nous, on est totalement ouvert si on peut travailler ensemble pour trouver d'autres cas d'usage ici à Mayotte. On pourra aussi travailler là-dessus tous ensemble. Euh, bah, Encourager l'utilisation de la messagerie sécurisée sur le territoire. Est-ce que jusqu'ici, vous avez des questions sur les usages entre professionnels? Ok. Donc, Rachel, elle va nous parler du coup de l'usage via Mon Espace Santé, donc pour un échange entre patients, avec un patient. Voilà, merci, Omi. Merci, Omi. Du coup, je vais prendre le relais. Alors, je vais rapidement recontextualiser, un peu vous expliquer ou réexpliquer pour ceux qui connaissent déjà ce qu'est Mon Espace Santé. Donc, pour faire bref, Mon Espace Santé, du coup, il s'agit d'un service numérique gratuit qui est à destination des usagers, plus précisément des assurés sociaux du territoire français. Et il s'agit tout simplement d'un carnet de santé numérique. Donc ce carnet de santé numérique, il s'articule autour de 4 fonctionnalités principales, dont le dossier médical partagé que vous connaissez probablement déjà un petit peu tous. Du coup, c'est la fonctionnalité qui permet l'alimentation et la consultation de documents ajoutés par l'usager ou les professionnels de santé. Donc, comme vous l'avez énuméré précédemment, Oumi, ça peut être des ordonnances, des comptes rendus d'hospitalisation, des résultats d'analyse, etc. Et également, du coup, dans ce DMP, vous allez pouvoir retrouver le profil médical du patient. Donc là, la plupart du temps, c'est un profil médical qui est renseigné par l'usager lui-même, qui lui permet du coup de renseigner ses antécédents médicaux, ses allergies, son groupe sanguin, enfin toutes les informations du coup qui le caractérisent en tant qu'individu et qui sont nécessaires à la bonne prise en charge, entre guillemets, de ce dernier. Par exemple, en cas d'urgence, si demain matin, il m'arrive malheureusement un accident, que je suis prise en charge de manière dramatique au CHM et que je suis dans l'incapacité de pouvoir parler, de m'exprimer, et qu'en amont, j'ai bien renseigné ce profil médical et que j'ai renseigné du coup toutes ces informations qui sont cruciales à ma prise en charge, le médecin qui me prend en charge au CHM a la possibilité, en cas d'urgence, bien sûr si je l'ai validé en amont, d'accéder à toutes ces informations-là pour me soigner de manière optimale. Voilà, donc ça c'est le profil médical, donc le DMP. Ensuite, donc du coup, l'autre fonctionnalité qu'on va plus détailler aujourd'hui, c'est la messagerie citoyenne. Donc tout simplement,
cette messagerie citoyenne, c'est la possibilité pour l'usager de pouvoir réceptionner en toute sécurité des informations personnelles en provenance de son équipe de soins. Donc dans une logique globale, de pouvoir fluidifier la communication entre professionnels de santé et patients au cours d'un parcours de soins. Autre fonctionnalité, vous retrouverez également sur mon espace santé un catalogue de services. Donc tout simplement, c'est un catalogue qui référence l'ensemble des services labellisés par l'État qui sont relatifs à la santé. Donc, dont vous pouvez par exemple retrouver Amélie.fr, que vous connaissez probablement tous, qui est présent dans ce catalogue de services. Et bientôt, prochainement, courant 2024, on aura bientôt accès dans mon espace santé à un agenda. Donc tout simplement un agenda synchronisé qui pourra répertorier l'ensemble des rendez-vous médicaux du patient et bien sûr qui sera synchronisé avec les autres applications de prise de rendez-vous telles que Doctolib par exemple. Voilà. Y a-t-il des questions sur mon espace santé pour le moment? Ok. Donc, je vais pouvoir poursuivre. Alors, aujourd'hui, on a choisi de vous présenter un cas d'usage. Donc là, pareil, hein, que Oumi précédemment, c'est un cas d'usage parmi tant d'autres. Les possibilités d'usage, les cas d'usage possibles sur mon espace santé via MSS sont multiples. Aujourd'hui, on va vous présenter un cas d'usage typique, on va dire, qui est potentiellement applicable à Mayotte, qui est celui d'un suivi de grossesse. Donc, typiquement, pour une patiente qui est prise en charge par un médecin traitant et qui est enceinte en début de grossesse. Donc, le médecin traitant adresse des recommandations à sa patiente via sa messagerie sécurisée de santé et sa patiente, de son côté, reçoit toutes ces recommandations sur mon espace santé. Également, tout au long de la grossesse, les résultats de prise de sang, analyse d'urine, etc., diabète gestationnel peuvent être partagés par le laboratoire via MSS. Donc, tout passe par mon espace santé, du coup, côté usager. Et tout au long de la grossesse, du coup, la future maman peut recevoir des exercices de préparation à l'accouchement qui sont transmis par la sage-femme et également les papiers, les démarches administratives qui peuvent passer par l'application mobile, donc qui peuvent être transmis par la maternité du CHM. Et en fin de grossesse, en cas de prise en charge d'accouchement à risque, un compte-rendu d'accouchement, un compte-rendu d'hospitalisation, peut être transmis, enregistré dans le DMP ou également transmis via la MSS. Voilà un petit peu un cas d'usage global très bref. Donc, il faut savoir que la messagerie sécurisée, comme je le dis, il y a des multiples usages. Aujourd'hui, on a choisi celui-là. Peut-être que dans d'autres webinaires, j'en présenterai d'autres. Mais voilà, c'est un cas d'usage parmi tant d'autres. Autre sujet, du coup, je ne l'ai pas précisé, mais moi, de mon côté, en tant que coordinatrice régionale Mon Espace Santé, je suis également en charge du réseau d'ambassadeurs Mon Espace Santé sur le territoire mahorais. Et il faut savoir que vous-même, aujourd'hui, en tant que professionnel de santé, vous êtes déjà potentiellement des porte-paroles, des petits ambassadeurs de ce service numérique. Donc aujourd'hui, vous, à votre niveau, chacun à notre niveau, en fait, on peut contribuer à communiquer sur cet outil, sur ce service numérique et à en favoriser l'usage sur le territoire. Donc, je vous invite, du coup, si vous souhaitez en savoir plus sur ce réseau d'ambassadeurs, sur l'animation, sur ce qui est fait aujourd'hui sur le territoire mahorais sur le sujet. Actuellement, il y a à peu près 25 ambassadeurs qui sont présents sur le territoire mahorais. Donc, ça peut être intéressant pour vous d'être au courant, à minima, des mises à jour qui sont sur cet outil, qui sont actuelles, qui sont sur cet outil, donc Mon Espace Santé, et de rejoindre ce réseau d'ambassadeurs pour être en première ligne en cas de nouveauté et d'actualité sur le sujet. Voilà, donc je vous invite à prendre mes coordonnées en fin de webinaire et à revenir vers moi pour en discuter un peu plus précisément. Voilà. Qu'est-ce que ça implique précisément, le fait d'être ambassadeur? C'est quoi le rôle des ambassadeurs? Alors, un ambassadeur Mon Espace Santé, je sais que le mot peut effrayer un petit peu. C'est vrai que c'est un mot qui est très, très vaste. Pour faire bref, un ambassadeur Mon Espace Santé, c'est quelqu'un qui, à minima, relaie de l'information qui concerne Mon Espace Santé. Donc, ça peut être tout simplement un partage sur les réseaux sociaux, ça peut être tout simplement mettre une affiche dans son cabinet médical sur Mon Espace Santé et avoir un stock de flyers constamment disponible pour sa patientèle. Déjà, ça, c'est une action ambassadeur.
Après, on a d'autres types d'ambassadeurs qui sont un tout petit peu plus impliqués, on va dire physiquement, dans la sensibilisation, même dans l'animation de webinaires, ou même de tenue de stands lors d'événements, qui sont souvent des conseillers numériques là pour le coup, qui vont être en contact direct avec l'usager et qui vont avoir peut-être un peu plus le temps aussi d'activer les comptes, d'accompagner l'usager. Donc là, c'est des cas un petit peu spéciaux parce que du coup, ça rentre dans leur fiche de poste et mon espace, enfin, activer un compte Mon Espace Santé, pour eux, c'est entre guillemets, ça fait partie de leur panier de services. Mais globalement, il faut savoir qu'il y a plusieurs types d'ambassadeurs et chacun à notre niveau, on peut être ambassadeur Mon Espace Santé. Ça ne nécessite pas forcément une charge de travail énorme, bien au contraire. Et moi, aujourd'hui, je suis là pour accompagner du coup ces ambassadeurs-là pour qu'ils puissent relayer de l'information de toutes les manières possibles, en fait. Voilà. L'objectif, c'est vraiment que à terme, tous les assurés sociaux de Mayotte soient à minima sensibilisés au courant que ce service numérique existe, parce que c'est essentiel. Actuellement, il y a peut-être déjà des documents de santé qui sont stockés sur leur espace santé et ils ne sont même pas encore au courant. Donc c'est pour ça que c'est important qu'ils soient au courant et au moins qu'ils puissent avoir un regard dessus, un œil, qu'ils puissent être maîtres et maîtresses de cet espace santé, qu'ils puissent avoir la main dessus. Voilà. Ok. Merci. Merci Y Rachel. a-t-il d'autres questions? Non? Très bien. Du coup, je vais laisser la main à Oumi. Oui, donc merci Rachel là, pour du coup ces informations sur Mon Espace Santé. On va revenir du coup sur la messagerie sécurisée, donc MS Santé. Et le sujet donc c'est comment choisir sa MS Santé. Donc voilà, pour information en fait, concernant du coup le monde libéral, deux types de boîtes mail vont plutôt potentiellement vous intéresser. Donc, on a la boîte mail nominative. En fait, c'est une boîte personnelle que seul le professionnel de santé aura accès. Et, donc, il ne peut pas la partager là, avec n'importe qui, c'est à lui et il ne peut pas partager du coup ses accès. On a également la boîte mail organisationnelle, et donc ça, c'est une boîte mail partagée par les professionnels ainsi que les personnels habilités. Donc ça peut être par exemple la boîte mail du cabinet, la boîte mail d'une officine, où là, du coup, on a plusieurs personnes qui donc peuvent y accéder et avoir les informations qui sont contenues dedans. Nous, ce qu'on préconise dans un premier temps, donc là, par exemple, si on parle d'un cabinet, allez, on va prendre un cabinet d'infirmiers. Donc, ce qu'on préconise déjà, c'est que le cabinet prenne contact déjà avec l'éditeur de logiciel pour savoir déjà si cet éditeur-là dispose d'une solution de messagerie qui puisse être intégrée directement au logiciel. Comme ça, voilà, on sait que il y a un système de messagerie qui est compatible avec votre logiciel et ça sera beaucoup plus facile pour vous d'y accéder et de l'utiliser. Si jamais votre éditeur ne dispose pas d'une messagerie à intégrer dans le logiciel, là, donc il y a deux alternatives. Donc là, je vous en présente deux, mais il y a aussi d'autres alternatives, mais on verra après. Donc on a par exemple Mailiz, qui du coup, c'est la messagerie qui est proposée par les ordres. Donc c'est une messagerie qui est gratuite et elle propose uniquement en fait des messageries individuelles, donc nominatives, donc des boîtes mail personnelles qui ne peuvent pas être partagées. On a pour les boîtes mail organisationnelles. Là, en fait, pour le coup, il faudra faire appel du coup à un éditeur qui, qui du coup va devoir faire un devis. Donc là, ça va être payant. Il faut savoir qu'en fait, les boîtes mail organisationnelles, donc de base, c'est des boîtes mail qui sont plutôt proposées à des structures plus grosses, donc des hôpitaux, des cliniques. Et en fait, on s'est aperçu que même au sein d'un petit cabinet, cela pourrait être également important de disposer de ce type de boîte mail-là. Et en fait, pour le moment, on n'a qu'un seul éditeur qui propose donc ce type de boîte mail pour les petites structures de manière directe. Il s'appelle Wraptor. C'est un éditeur qui est présent en métropole, mais via un numéro, il est facilement joignable. Et en fait, avec lui, vous pouvez composer le devis. Il faudra du coup renseigner par exemple le nombre de personnes qui y a accès et donner une liste de personnes habilitées à avoir accès à cette boîte mail-là. Donc voilà, pour le moment, donc, on a ces solutions-là. Et
voilà, pour savoir en fait déjà dans un premier temps si vous devez vous diriger sur l'une ou l'autre des solutions, hein, soit de la nominative, soit de l'organisationnel, bah, faudra du coup bah, se poser plusieurs questions déjà dans la pratique. Est-ce que je suis plutôt bah, amenée à collaborer avec bah, des confrères au sein de mon cabinet ou je suis plutôt bah, je préfère travailler seule, disposer du coup de de l'information uniquement dans ma boîte mail à moi. Et là, du coup, vous pourrez déjà être orienté sur l'une ou l'autre des solutions. Et bah, mais ce qu'on recommande déjà dans un premier temps aussi, bah, après vous êtes posé ces questions, c'est déjà d'interroger l'éditeur de votre logiciel pour savoir bah, déjà s'il y a des solutions existantes qui peuvent être intégrées. Et là, ensuite, bah, vous pourrez du coup faire un choix sur le type de boîte mail qui vous convient. Est-ce que vous avez des questions sur bah, du coup les boîtes mail AMS Santé? Donc, si vous n'avez pas de questions, Moi, j'ai alors, peut-être une question par rapport à ça. oui. C'est-à-dire que si on fait le choix alors peut-être je peux reprendre une question de Béotien là. Si on fait le Mhm. choix d'une boîte mail organisationnelle, ça Mhm. veut dire que si un patient, enfin, voilà, que les échanges qu'on va avoir va pouvoir être accessibles par d'autres professionnels de santé que du cabinet, par exemple, ou de l'organisation. Oui, c'est ça. Bah voilà, ça peut être par exemple la boîte mail d'une officine qui du coup sera une boîte mail organisationnelle. Et d'ailleurs, j'ai un cas concret. Euh, Maintenant, les patients peuvent envoyer une ordonnance à une officine. Et bah, du coup, pour réceptionner ces ordonnances-là, il faut obligatoirement avoir une boîte mail organisationnelle. Ça a été du coup bah, tranché par l'ANS. Il faudra du coup avoir une boîte mail organisationnelle pour réceptionner ce type d'ordonnance. Et, Ouais, euh, et donc, avec boîte mail nominative, ça ne sera pas possible. Et oui, donc, bah, les pharmaciens qui, du coup, bah, peuvent avoir accès à qui a accès, du coup, à cette boîte mail-là, bah, verront, en fait, tout l'ensemble des mails qui sont réceptionnés. d'accord. Mais alors du coup, donc par exemple, donc si on prend l'exemple de l'envoi de l'ordonnance, moi je croyais Mhm. que c'était les patients ne pouvaient pas prendre l'initiative d'envoyer Oui, un tout à mail fait. sur une boîte. Oui, et ça, oui, et c'est la seule exception, en fait, Ah justement. d'accord. Ça, c'est la seule exception, c'est l'envoi d'ordonnance. Mais c'est aussi réglementé, en fait. L'envoi. Parce que du coup, il peut pas, il faut qu'il envoie, par exemple, l'ordonnance bah, à la pharmacie, enfin, à une pharmacie auquel il est déjà allé. Donc, ça doit être la pharmacie voilà, habituelle, en fait, où il y va souvent. Parce que voilà, il y a aussi des risques où il va envoyer l'ordonnance à telle pharmacie, puis après, il va aller à Daoudi pour envoyer la même ordonnance. Et voilà, on peut du coup avoir des doublons et il peut avoir les médicaments autant qu'il veut. Et donc, ça, c'est très réglementé. Et donc, il faut que ça soit dans une pharmacie auquel enfin, sa pharmacie habituelle qu'il connaît déjà, enfin, ou le pharmacien le connaît déjà, et voilà, pour avoir ses médicaments. Et juste pour revenir donc sur Raptor, c'est un exemple d'éditeur. Enfin, il y a, ou il y en a plus. Est-ce qu'il y en a plusieurs ou est-ce qu'il y a, c'est quoi un peu Alors, alors, en fait, il y a plein d'éditeurs. Bah, je pourrais vous communiquer en annexe, en fait, la liste des éditeurs qui proposent la boîte mail organisationnelle. Mais en fait, donc ces éditeurs-là, pour la plupart, en fait, ils proposent des boîtes mail organisationnelles, mais plutôt à des grandes structures, donc des grandes cliniques, des hôpitaux, en fait, qui ont vraiment un système d'information assez complexe, bien élaboré. Et en fait, Wraptor, c'est le seul en fait à pouvoir bah, faire une boîte mail organisationnelle pour des petites structures, donc des cabinets, des officines. Et en fait, là, par exemple, enfin, l'éditeur, il sera en contact, par exemple, directement avec le médecin qui a fait la demande ou le pharmacien. Il ne sera pas, par exemple, en contact avec le directeur du système d'information d'un hôpital, par exemple. Voilà. Donc, c'est vraiment bah, une offre faite en direct et plutôt rapide, en fait. ouais, Et c'est le seul à le faire. d'accord. Ah oui. Donc là, je vais passer du coup à une petite démonstration bah, par étape hein, de la création d'une boîte mail avec Mailise. Donc pour rappel, Mailise, ça permet de créer une boîte mail nominative, donc qui est personnelle. Et donc c'est la messagerie qui est recommandée par les ordres.
Donc, la première étape, bah, bien entendu, c'est d'aller sur le site internet de Maëlys, donc maëlys.mssanté.fr. Ensuite, donc, faut aller dans J'active mon compte. Et voilà, c'est précisé déjà dans un premier temps qu'il faut faut être un professionnel de santé et il faut aussi disposer d'une carte CPS pour du coup faire l'activation. Donc je vais sur J'active mon compte et la prochaine étape, du coup, ils vous disent de toute façon que voilà, l'authentification va se faire via ProSanté Connect. Et je l'ai dit tout à l'heure en introduction. Donc, ProSanté Connect, ça permet d'authentifier l'identité du médecin et il va falloir qu'il s'authentifie avec sa carte CPS. Donc, il va cliquer sur Continuer. Donc, continuer pour faire l'activation. Et donc, l'authentification va se faire et là, on va demander donc le code porteur qui est le code voilà, de la carte CPS. Donc, il clique sur Valider. En étape 5, là, il va pouvoir choisir quelle messagerie il veut. En fait, c'est juste comment il veut que sa messagerie soit écrite, en fait. Donc, il choisit, enfin, il a deux propositions, il faut qu'il en coche une. Et après, il faudra valider les conditions générales d'utilisation et voilà, pour valider du coup le choix. Et il faut qu'il clique sur suivant. Et enfin, en étape 6, il va falloir juste faire les paramétrages, en fait, définir les préférences d'utilisation. Donc, si par exemple, vous souhaitez recevoir une notification dans votre boîte mail Gmail, que vous avez reçu un mail sur MS Santé, vous pouvez cocher ici. Donc, je souhaite être notifié de l'envoi d'un mail sur mon adresse personnelle. Si vous souhaitez aussi faire figurer votre numéro personnel sur l'annuaire MS Santé, donc vous pouvez aussi le cocher, ou vous souhaitez figurer en liste rouge et donc votre numéro ne sera pas mis sur l'annuaire mssanté.fr. Donc, mais en fait, voilà, si vous mettez donc votre numéro sur mssanté.fr, de toute façon, ça sera seulement des médecins qui pourront vous joindre et pas autre chose. Enfin, des médecins ou des professionnels de santé qui pourront vous joindre. Donc, après ça, vous pouvez du coup activer votre compte. Donc, vous cliquez sur J'active mon compte. Et du coup, ça c'est terminé. Vous disposerez du coup de votre messagerie sécurisée qui sera créée. Donc, voilà, c'est quelques étapes. Ça se fait en 6 étapes. C'est assez rapide. En 10 minutes, vous créez votre messagerie avec Mailise. Et voilà, en allant ensuite sur Mailise, il faudra du coup, vous allez sur Mailise et après, donc, vous rentrez votre carte CPS. Donc, c'est une authentification avec ProSanté Connect qui se fera directement. Et vous aurez du coup directement accès à l'interface Mailise. Vous verrez votre boîte de réception et vous pourrez du coup aussi accéder directement via Mailise à l'annuaire MS Santé. Voilà. Et en fait, voilà, je vous ai mis en fait des captures d'écran d'une démonstration vidéo qui est présente sur YouTube. Et tout en bas, vous avez du coup le lien pour y accéder qui vont vous montrer les mêmes étapes que je vous ai montrées ici. On pourra vous aussi transmettre ça, on pourra vous transmettre le support aussi si vous le souhaitez. Voilà. Je pense, voilà, en fait, c'est fini. On vous remercie du coup de nous avoir écoutés jusqu'ici. Et voilà, j'ai pas pu me présenter tout à l'heure parce que j'avais eu un souci technique, mais voilà, moi je suis Oumi Mohamed, je suis chargée de déploiement et de communication. Donc je suis chez Thesis depuis environ 2 ans maintenant. Et en fait, j'accompagne notamment sur le terrain les professionnels de santé sur les usages du Ségur, mais pas que, sur d'autres solutions aussi e-santé. Et donc, on va dire, je suis l'interlocutrice privilégiée des professionnels de santé lorsqu'ils ont des questions sur, que ce soit sur le Ségur ou d'autres solutions, et je les accompagne, voilà, petit à petit, sur l'usage de ces solutions-là. Vous avez mon adresse mail juste là, donc o.mohamed@thesis.re, et je suis aussi joignable par téléphone. Donc, voilà, que je vous mets là. Voilà. Et moi, de la même manière. Donc voilà, Rachel Virginius, vous pouvez également me contacter par mail et par téléphone si vous avez n'importe quelle question sur mon espace santé. De manière générale, voilà, j'accompagne les usagers, mais également, je suis aussi maintenant en ligne de front côté EPS pour pouvoir sensibiliser des deux côtés parce que c'est un travail qui se mènera et qui fonctionnera uniquement s'il est mené en synergie
des deux côtés. Donc voilà pourquoi Oumi et moi, on travaille en collaboration sur ces sujets-là. Voilà, ça a été un plaisir pour nous de pouvoir vous informer sur ce sujet. N'hésitez pas à nous poser des questions, on est encore là quelques minutes. Donc si vous avez des interrogations, nous sommes à l'écoute. Merci encore. Merci. Bon, moi, j'avais juste une question complémentaire, c'était d'avoir un peu une idée de... Donc, ça se développe sur Mayotte, mais il y a combien de professionnels de santé qui ont sur Mayotte un compte messager sécurisé? Vous avez une idée notamment des professionnels de santé libéraux? Est-ce que vous avez... Alors, en professionnels de santé libéraux, donc en médecine de ville, le dernier recensement que j'ai fait, on est autour d'une dizaine de médecins qui ont une messagerie sécurisée de santé. D'accord. En officine, on part sur enfin, pratiquement tous ont une messagerie sécurisée parce que mais en fait, là où la difficulté, c'est juste que, bah, en fait, c'est des boîtes mail qui sont nominatives, en fait. Donc, en fait, c'est par exemple le pharmacien responsable, il s'est créé une mailise à lui. Et en fait, pour le moment, on peine un peu à les faire passer sur de la boîte mail organisationnelle où, voilà, on aura vraiment la boîte mail de la pharmacie de l'enseigner. Donc, en officine, c'est plutôt des mails nominatives qu'on a de chaque pharmacien responsable. Donc, on va dire, on est sur une 24 comme ça de boîtes mail Et les infirmiers, il n'y a pas nominatives. d'infirmiers qui... Alors, pour le moment, on n'en a pas beaucoup hein, des infirmiers qui en ont. Et je pense que le dernier recensement que j'avais, on était autour de 3 ou 4. Ah ouais. Mais je pense que voilà, on les a rencontrés bah, durant l'événement à Sakouli. Et voilà, j'en ai sensibilisé pas mal. Et j'espère que bah, ça augmente. Ouais, donc il y a encore Mm, il y a déjà du chemin de fait, mais il y a encore un peu à faire. c'est ça. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions? Que les infirmiers sont vraiment embarqués actuellement sur pas mal de sujets de numérique. Donc, la messagerie sécurisée. Et Oumi, depuis un petit moment, elle a préparé aussi un petit webinaire pour les infirmiers. Et donc, on espéra bien que ça fera aussi impact à cette filière-là. Oui, mais c'est intéressant de suivre l'évolution. Ok. Mm. Voilà. En tout cas, merci pour cette présentation. C'était intéressant et c'est vrai que c'est un sujet au cœur de la coordination des parcours et de Mm, tout à fait. la complexité des parcours de santé aujourd'hui, quoi. C'est implicite de l'échange d'informations et ça doit se faire dans un cadre que vous avez cité, quoi. Tout à Tout fait. à fait. Merci beaucoup. Ben, merci à vous. Merci. Donc, comme je le disais, donc cette vidéo enfin, l'enregistrement de ce webinaire sera diffusé sur le Facebook de la CAPLIM Mm. et puis probablement aussi sur celui de Thésis pour que le maximum de professionnels de santé puissent être informés. Ouais, Super. c'est tout. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci beaucoup, Gilles. Merci, Au Bonne revoir. soirée. à tous. Au revoir.